Nous voilà donc revenus pour un deuxième chapitre qui va porter cette fois-ci sur l'échelle de la gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht de 1992. Donc là, on dépasse l'échelle nationale française, on va s'intéresser plus particulièrement à la gouvernance à l'échelle de l'Union européenne depuis ce fameux traité de 1992. Alors, avant de revenir sur ce traité, on devrait évoquer une première chose en introduction, la notion d'Europe. Alors, on va prendre l'Europe de manière assez restrictive, c'est-à-dire l'Europe qui désigne l'Union européenne, l'association en fait de 28 États se trouvant tous en Europe. Alors vous avez la carte ici de ces 28 États, ce sont les États en bleu qui font partie de l'Union européenne, dont les derniers sont actuellement ceux qui sont rentrés tardivement, notamment la Croatie ou même la Slovénie. Alors, cette Union européenne à 28 États, deuxième élément qu'il faudrait évoquer, c'est justement l'importance de ce traité de Maastricht signé en 1992 qui fonde ce qu'on appelle l'Union européenne, qui remplace l'ancienne CEE, la Communauté économique européenne. Il s'agit d'une des principales étapes de cette construction européenne. On va voir au cours du plan en quoi elle a eu un certain nombre d'avancées et quelles étaient ses principales caractéristiques. Troisième élément d'introduction, c'est tout simplement cette problématique. Alors, elle est double. Première question qu'on va se poser, en quoi consiste la gouvernance européenne, telle qu'ambitionnée par le traité de Maastricht en 1992? Et ensuite, deuxième question, les difficultés actuelles de l'Union européenne prouvent-elles que cette gouvernance européenne fonctionne mal? Donc là, cette deuxième problématique va faire appel à un certain nombre d'éléments, notamment liés à l'actualité récente, que vous avez pu voir depuis on dirait ces 5 à 10 dernières années. Voilà. Alors, commençons par la première partie. Cette première partie porte sur une Union européenne élargie aux ambitions nouvelles. Une Union européenne élargie aux ambitions nouvelles. Alors, passons d'abord à une première sous-partie qui porte sur la volonté d'une Europe puissance et la réalité. Alors, cette Europe puissance, notamment, on pourrait partir justement de ce traité de Maastricht qui correspond à la volonté de faire une Union européenne, une puissance mondiale, à l'égal et même voire au-dessus d'autres associations régionales qu'on a étudiées, et notamment celle du Mercosur pour ce qui concerne une partie de l'Amérique du Sud, et celle de l'ALENA, l'association de libre-échange nord-américain, qui concerne les 3 pays d'Amérique du Nord. Alors si on prend une carte que je vais agrandir, qui est celle-ci, cette carte, vous le voyez, carte de Sciences Po, vous avez les PIB nationaux et régionaux à l'échelle de la planète. Alors si on prend l'ensemble des pays membres de l'UE en 2007, on voit que le PIB est sans doute un des PIB les plus importants au monde, aux côtés de celui de l'ALENA, et même on pourrait dire que l'Union européenne est la zone la plus riche au monde en termes de cumul de PIB, devant même l'ALENA et devant également le Mercosur. Et vous pouvez comparer d'autres pays que sont les pays émergents en Asie du Sud-Est. Alors, après ça, deuxième élément de cette volonté de puissance, on pourrait aborder maintenant que la transformation, le passage de la CE à l'Union européenne s'est fait autour de 3 piliers. Premier pilier, d'abord, c'est un pilier économique. La volonté d'abord de construire un marché unique notamment au profit des capitaux et des marchandises, donc créer une grande zone de libre-échange, qui était une des bases déjà de la CE depuis sa création au moment du traité de Rome de 1957, mais chose supplémentaire, en plus de la création de ce vaste marché unique, il y a une volonté de créer une monnaie unique dont on a fixé la date de création aux alentours de 2002, ce qui sera cette monnaie qui est actuellement l'euro.
Alors, deuxième élément, c'est plus sur le plan économique, c'est plus large, et là on le voit, la différence par rapport au Mercosur et notamment par rapport à l'ALENA, c'est également sur le plan de la politique étrangère, d'essayer d'avoir une politique étrangère commune, et surtout une politique de sécurité commune. Donc, pour cela, il fallait que les États européens essayent d'avoir une politique commune avec sans doute pas un chef d'État, mais un représentant de l'Union européenne pour ce qui concerne les affaires internationales. Alors ceci a été mis en place, même si vous allez le voir, cette politique étrangère est encore très dépendante des États et une politique étrangère qui n'est pas suffisamment unifiée. Il y a également un deuxième élément, et là sur le plan militaire cette fois-ci, c'est l'embryon d'une défense européenne, ce qu'on a appelé l'Eurocorps. Alors pour l'instant, cette politique, vous le voyez, étrangère commune, concerne principalement les pays de l'Europe de l'Ouest. Pour ce qui concerne maintenant l'Eurocorps, eh bien, on a principalement des États comme la France, la Belgique, l'Allemagne ou l'Espagne qui ont accepté de donner un véritable embryon, mais quelques régiments pour essayer de faire une armée européenne. Mais ceci représente quelques milliers de soldats. Ce n'est pas véritablement une armée qui s'est généralisée à l'ensemble des États. Alors, troisième élément, et là l'actualité nous le rappelle, c'est l'idée d'une coopération policière et judiciaire avec la création d'un espace qui est l'espace de Schengen. Vous le voyez ici, les pays participant à Schengen. Alors, particularité, vous voyez qu'il y a deux pays, notamment la Norvège et l'Islande, qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui participent quand même à cet espace de Schengen. Alors en clair, l'espace de Schengen, c'est l'idée que les Européens doivent, à partir du moment où ils sont membres de l'UE, circuler librement à l'intérieur de l'Union européenne. Et par contre, les frontières qui s'ouvrent à l'intérieur sont renforcées théoriquement à l'extérieur. Donc toute personne qui veut rentrer dans cet espace de Schengen doit demander un visa qui lui permettra, d'entrer dans cet espace, et ensuite de circuler dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc il y a, on pourrait dire, disparition des frontières intérieures, mais d'une certaine manière renforcement des frontières extérieures. Alors vous avez vu également que les États qui sont en bleu foncé sont les États membres de l'Union européenne, mais qui ont refusé cet espace de Schengen. Et on le voit actuellement avec la crise des migrants, cet espace de Schengen est très critiqué. Alors, troisième pilier, on le voit encore, cet espace de Schengen. Si on regarde bien, là je vous ai retrouvé notre carte, on voit les pays membres et on voit justement cette frontière qui est renforcée à l'extérieur et notamment au niveau des espaces méditerranéens ou même de l'espace atlantique, avec des opérations navales pour lutter contre l'arrivée de certains migrants, ou plutôt le contrôle, et des opérations éventuellement terrestres de surveillance des frontières extérieures justement à cet espace de Schengen. Alors, allons un peu plus loin, et essayons de voir maintenant justement l'autre avancée du traité de Maastricht, qui crée pour la première fois une citoyenneté européenne qui est visible sur vos passeports. Si vous le regardez bien, vous avez mention Union européenne, République française. Donc ce passeport vous donne la possibilité, notamment quand vous êtes à l'étranger, de recevoir de l'aide de tout membre de l'Union européenne, au cas où vous n'ayez pas l'aide de votre ambassade ou de votre consulat. Et deuxième élément, c'est au niveau du traité de Maastricht, une définition des droits civiques qui garantissent un cadre de citoyenneté, et notamment droit de vote et d'éligibilité, droit de travailler et droits sociaux. Alors j'agrandis. En fait, vous avez les trois traités européens depuis 92, depuis Maastricht. Alors celui de 92, vous le voyez, en fait, il va renforcer vos droits politiques, notamment le droit de vote. Donc tout citoyen européen qui vit plus de 3 mois dans un pays de l'Union européenne, pays étranger, doit pouvoir participer à certaines élections, alors 2 élections notamment. Il peut participer aux élections locales pour élire le maire à partir du moment où sa résidence principale est dans le pays étranger, et participer également à une deuxième élection, c'est les élections européennes.
il a le droit de travailler dans ce pays et le droit d'avoir accès à certains droits sociaux. Alors cette citoyenneté est une citoyenneté de superposition matérialisée par le passeport. Alors vous avez à Amsterdam, donc 97, lutte contre toutes les formes de discrimination, promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et enfin une charte des droits fondamentaux a été fixée lors du traité de Lisbonne de 2007 et d'initiative citoyenne. Bon, ça c'est un peu moins important par rapport justement à l'avancée du traité de Maastricht. Alors, deuxième élément, si on regarde bien cette citoyenneté européenne, il faut parler maintenant du renforcement du pouvoir du Parlement. Alors, je ne reviens pas sur les institutions européennes qui sont relativement complexes à comprendre. Vous voyez, quatre institutions principales, le Conseil européen, la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne. Ce qu'il faut retenir, c'est le Parlement européen, qui est formé de 785 députés, élus au suffrage universel direct lors des élections européennes qui se déroulent dans chaque pays. Chaque pays vont avoir un certain nombre de députés à élire en fonction de l'importance de sa population. Et ce qu'il y a d'important, c'est que le Parlement investit et contrôle la Commission européenne, qui est une sorte de gouvernement européen, et qui n'est plus dirigé maintenant par José Manuel Barroso, vous allez le voir par qui d'autre. Et surtout, il donne son avis sur les propositions de loi avec le Conseil de l'Union européenne. Donc comme tout Parlement, il discute les lois et il peut sanctionner certaines lois. Alors, au-delà de ce Parlement européen, abordons maintenant les limites, et notamment sur le plan diplomatique, de l'UE, et ses ambitions qui paraissent trop grandes. On va prendre trois exemples récents. Premier exemple, c'est lors du conflit de l'ex-Yougoslavie entre 1991 et 1999. Alors penchons-nous sur ce conflit récent qui était sans doute la première guerre européenne depuis la Seconde Guerre mondiale qui a éclaté au moment de la chute du communisme et notamment en ex-Yougoslavie. Donc vous avez cet ancien pays, l'ex-Yougoslavie, qui a existé de 1919 jusqu'aux années 90. Et à partir de 1991, vous avez des États à l'intérieur de l'ex-Yougoslavie, comme la Croatie, la Slovénie, la Bosnie, qui vont demander leur détachement de la Yougoslavie. Et à la suite de cela, une guerre civile va éclater. Et cette guerre civile, l'ONU va envoyer des casques bleus. Et l'Union européenne va essayer d'intervenir en faveur du rétablissement de la paix. Mais ce rétablissement de la paix, là vous avez une petite caricature où on vous montre que les États européens ont été relativement très passifs, assez passifs et ne vont pas réussir à rétablir véritablement l'ordre et à limiter justement les effets de cette guerre. Donc là on va voir justement une diplomatie européenne très divisée et très impuissante à rétablir ou à mettre fin à ce conflit. Alors deuxième limite, c'est au niveau, on l'a évoqué, de l'Europe de la défense, là ce fameux Eurocorps. Alors même si cet Eurocorps participe à certaines opérations civiles et militaires à l'extérieur, cet Eurocorps représente très peu de soldats et il n'y a qu'une minorité véritablement de pays qui y participent. Si on veut une intervention étrangère, généralement l'intervention étrangère est voulue par les États européens, donc c'est un choix souverain de la part des États, et la plupart des fois, on le voit en Afghanistan, c'est souvent l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui lie les États-Unis avec les pays d'Europe, qui vont intervenir. Donc pas véritablement une armée européenne. Troisième limite, c'est, on peut l'évoquer, l'intervention américaine en Irak en 2003, vous le savez, on l'a évoqué à plusieurs reprises, qui a illustré les difficultés à définir une position extérieure commune. Alors si on regarde les pays qui ont participé, qui ont soutenu l'intervention américaine en 2003, eh bien on retrouve des pays européens comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, qui vont accepter d'envoyer des soldats aux côtés des États-Unis, alors que la France et l'Allemagne vont, eux, être opposés à cette intervention, et vous le savez, la France avait même menacé d'utiliser son veto. Les États-Unis vont intervenir sans l'autorisation de l'ONU, véritablement. Alors, deuxième point, un élargissement sans précédent et des défis à la taille d'un continent.
Premier élément, un élargissement progressif. Alors, je vous ai reporté ici toutes les étapes. Bon, il ne faut pas retenir, mais quand même, partons d'un plusieurs éléments. Alors, vous avez une première carte là qui vous montre la première union qui était en 1951, qui était autour de 6 États. Donc en 1951, si vous regardez les États qui ont participé à cette première Union européenne, eh bien on retrouve la France, la RFA, qui n'est pas encore appelée l'Allemagne, étant donné que l'Allemagne est divisée, et l'Italie ainsi que les trois pays du Benelux. Alors les trois pays vont former ce qu'on appelle à cette époque la CECA. Donc 1951, cette CECA est en fait la communauté européenne de charbon et d'acier. En clair, c'est une première étape. On savait que l'union ne pouvait pas se faire d'un seul coup. Les pères fondateurs de l'Europe vont essayer de faire la politique de ce qu'on appelait les petits pas, c'est-à-dire d'essayer de s'entendre d'abord dans deux domaines, c'est-à-dire deux domaines stratégiques pour la reconstruction, que vont être le charbon et l'acier. Faire une sorte de zone de libre-échange pour ces deux, ce métal et cette énergie qui sont essentielles à la reconstruction. Et bien cette première étape va très bien fonctionner et ils vont donc l'élargir en 1957. 1957, c'est la création, ou plutôt la signature du traité de Rome entre ces 6 premiers États. Donc je les rappelle, l'Allemagne, la France, l'Italie et les pays du Benelux, qui vont créer une zone de libre-échange. Donc là, on élargit à tous les domaines économiques, et notamment l'agriculture. On va avoir une politique agricole commune, ce qu'on appelle la PAC, à partir du début des années 60. Donc ça marche relativement bien, à tel point que 3 nouveaux États vont demander à rentrer en 1973. C'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas de l'Irlande, et c'est le cas du Danemark. En 1981, donc vous voyez un premier élargissement qui se fait vers le nord-ouest de l'Europe. Les années 80 vont concerner cette fois-ci un élargissement vers les pays du Sud, qui sont des pays qui sont des jeunes démocraties après avoir connu des périodes de dictature militaire. C'est le cas de la Grèce, après la période des colonies au début des années 70, fin des années 60, début des années 70. Et ensuite, à partir des années 80, donc le Portugal et l'Espagne. Donc des jeunes démocraties qui demandent l'aide notamment économique de l'Europe pour se développer et également le soutien politique pour renforcer leur démocratie. Donc après cet élargissement au nord et au sud, un élargissement va se faire à 3 nouveaux États, bon, qui sont des États relativement riches, que sont l'Autriche, la Suède et la Finlande, donc là encore plus au nord. L'intégration se fera relativement facilement pour des États qui avaient déjà un niveau économique important. L'étape la plus importante, ça va être au cours des années 2000, 2004, 10 nouveaux États d'un seul coup rentrent, et principalement des États qui sont là aussi de jeunes démocraties après avoir connu la période du communisme, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, qui sont des États d'Europe de l'Est, donc Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Pays-Baltes, etc. Également Chypre et la petite île de Malte. Et ces États vont ensuite, en 2007, être rejoints par 2 nouveaux États. Donc ça va être le cas de la Slovénie et autre État 28 en 2013 avec l'intégration de la Croatie. Donc là, vous avez une Union européenne, vous le voyez, qui passe de 6 États à l'origine à 28 États, ce qui va poser un certain nombre de problèmes qu'on évoquera un peu après. Alors, justement, cet élargissement pose 3 questions. Il va falloir gérer la diversité entre les membres. Alors, premier souci à gérer, c'est d'abord les différences de richesse. Différences de richesse qu'on peut faire ressortir à travers le PIB par habitant. Alors là, la carte est relativement claire. Vous le voyez, les États en vert sont les régions les plus riches d'Europe par rapport à celles qui sont en vert pâle, qui sont les plus pauvres. Et là, vous avez une principale coupure, qui est une coupure est
généralement en retard de développement, beaucoup plus pauvres par rapport à l'Ouest, mais également une relative pauvreté qu'on voit apparaître dans le sud de l'Italie, dans des régions également du sud de l'Europe, comme en Grèce, et comme dans le sud de l'Espagne, ou même le sud du Portugal. Donc vous avez ces différences qui sont des différences à la fois est-ouest, mais également des différences entre le nord et le sud de l'Europe, qui là aussi sont des régions parmi les plus pauvres et moins développées d'Europe. Donc là, on a des différences entre régions en termes de richesse, en termes de développement. Deuxième problème, c'est en fait la diversité des États. Vous pouvez avoir des États parfois très importants, comme la France, comme l'Espagne en termes de taille, par rapport à des micro-États. Alors on pense notamment à des États comme Malte, comme Chypre également, États relativement limités comme la Slovénie avec quelques millions d'habitants. Mais il ne faut pas simplement limiter à la taille des États, mais également prendre en compte des poussières d'empire comme les nôtres, que sont les États ultramarins, comme on les appelle, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, la Réunion, mais également les îles de Madère ou des Canaries qui appartiennent à l'Espagne ou au Portugal, qui sont des États, ou plutôt des régions qui appartiennent, des territoires qui appartiennent à l'Europe, même s'ils se retrouvent les uns dans l'océan Atlantique, d'autres dans l'océan Indien, qui sont souvent lointains. Des États qui présentent là aussi des taux de pauvreté assez importants et des retards de développement également importants. Et là, vous avez des aides européennes qui vont leur être fournies pour éviter justement une trop forte disparité. Troisième problème, c'est tout simplement fixer les frontières de l'Europe. Bon, l'élargissement a eu lieu et maintenant reste à savoir où se termine l'Europe. Alors autant au sud, la frontière est relativement visible avec la Méditerranée, autant quand on pose la question aux Européens de savoir s'ils appartiennent, la plupart disent, ceux qui sont en vert, toujours l'Europe, ceux qui sont en kaki là, presque l'Europe. Donc vous voyez, c'est le cas de la Suisse, qui se sent à la fois, avant tout sans doute suisse avant d'être européenne, la Norvège qui a refusé à deux reprises d'intégrer l'Union européenne, l'Islande qui est lointaine, qui a fait sa demande d'intégration, mais qui a un fort sentiment national, et des pays récents comme l'Ukraine, la Biélorussie, qui se sont détachés de la Russie et qui, pour certains, alors en Ukraine c'est notamment les provinces de l'Ouest, qui veulent s'intégrer à l'Europe pour rejoindre, on pourrait dire, ou les aides obtenues par les anciens pays d'Europe de l'Est et se détacher justement de la menace russe. Donc là, c'est pas fixé. Après, se pose la question de savoir si la Russie appartient ou peut appartenir à l'Europe, et également la Turquie, dont on sait qu'une partie de son territoire est une partie européenne et a fait la demande de cette intégration depuis les années 60. Et vous avez également tous les États du Caucase. Donc, limites de l'Europe qui sont relativement floues, notamment dans toute cette partie de l'Europe orientale, ou plutôt de l'Europe de l'Est. Donc voilà pour notre première partie. Abordons maintenant une deuxième partie qui va porter sur la gouvernance européenne en crise et des Européens en plein doute.